ne fait que de surplace, parce qu'on n'a pas eu le leadership capable de mettre en valeur ces ressources et de créer des opportunités pour ces ressources humaines de qualité partout avant et maintenant où les Guinéens sont allés. Ils se sont illustrés par leur dynamisme et par leur intelligence. Beaucoup d'entre vous sont sortis sans passeport, sans nationalité pratiquement, parce qu'il n'y avait aucun document qui le prouve. Beaucoup sont sortis comme ça, ils se sont débrouillés, ils ont fréquenté les meilleures universités du monde et ils étaient brillants. Ceux qui ont fait des affaires, beaucoup ont réussi un peu partout. Là où il y a une compétition impitoyable, les Guinéens se sont illustrés. Mais ils sont obligés de quitter ce pays riche, ce pays verdoyant, ce pays beau, pour aller chercher à vivre dignement, loin de leur père, de leur mère. Ça, c'est choquant. Je dois vous dire que l'engagement politique, personnellement, j'ai vu la Guinée parce que j'ai occupé de hautes responsabilités. Peut-être on va me poser la question, pourquoi je n'ai pas changé la politique. Mais j'ai vu la Guinée perdre des opportunités. J'ai eu la possibilité, compte tenu des fonctions élevées que j'ai occupées, de voir toutes ces opportunités, mais la Guinée les perdait parce que souvent le leadership n'était pas là. Pour transformer tout ce potentiel en richesse au profit de tous les fils du pays, il faut que les dirigeants du pays aient deux choses, deux qualités. La compétence et le sens de la solidarité avec les autres. Je pense que lorsqu'on est la compétence, oui. Lorsqu'on a la compétence, on a le sens de solidarité avec notre peuple. Lorsque les deux conditions se réunissent, on trouvera le moyen de faire de la Guinée un pays de destination des autres citoyens africains et des autres citoyens du monde, puisque comme vous le savez, le monde est devenu un village. Grâce aux moyens de transport, aux moyens de télécommunication, les gens sont à la recherche d'opportunités. Il faut, par des politiques appropriées, créer ces opportunités dans notre pays. Avec toutes ces richesses, je pense que c'est possible. L'élection présidentielle de 2010 avait suscité beaucoup d'espoir, parce qu'on pensait qu'au terme de cette élection, que la Guinée allait changer. Tous les candidats parlaient de changement. Malheureusement, le pouvoir qui a été installé là s'est avéré être incompétent et sans doute manque de volonté politique. D'abord pour réconcilier la Guinée, parce qu'on avait besoin, le premier besoin de Guinée, c'était la réconciliation. Mettre un terme aux frustrations, aux discriminations, fondées sur l'ethnie, fondées sur l'appartenance politique. Vous savez bien que la campagne électorale a été difficile pour beaucoup d'entre nous. L'unité nationale a été malmenée. La stigmatisation ethnique a été utilisée comme thème de campagne. Les gens espéraient qu'une fois l'objectif atteint par le RPG, c'est-à-dire une fois au pouvoir, qu'il allait faire en sorte qu'il suscite la confiance et l'espoir chez chaque compatriote, en se comportant comme le président de tous les Guinéens, président soucieux de l'amélioration des conditions de vie de tous les fils du pays, de la sécurité de tous les citoyens, du respect de la dignité de tous les fils du pays et de la mise en valeur au profit de toute la collectivité nationale de l'énorme potentiel économique. Malheureusement, la stigmatisation, la discrimination et l'exclusion ont continué de plus belle. Avec maintenant, pendant la campagne, c'était un parti, même s'il y avait la complicité flagrante des autorités de transition, mais avec ce qui se passe maintenant, c'est une politique d'un gouvernement supposé être celui du peuple. La Guinée
à tous les égards, a reculé. En termes de développement, il n'y a pas eu d'amélioration des conditions de vie des gens. On a moins d'électricité, on a moins d'eau, on a moins de bonnes routes, on a moins de sécurité et on a moins d'unité nationale. On a moins de justice, on a moins de paix du cœur, on a moins de paix tout court. C'est ça. Personne ne peut le contester. Pourquoi? Il n'y a pas eu de croissance. Malgré l'annulation de la dette, la Guinée a fait un taux de croissance de 2,3%. Lorsque la Sierra Leone à côté faisait 14,8%. La Côte d'Ivoire 9%, le Libéria 9%. 9%, je vais dire, de croissance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la visibilité. Le pouvoir est beaucoup plus préoccupé par la conservation du pouvoir et la répression du peuple que par l'amélioration de leurs conditions de vie. Au lieu de promouvoir une politique crédible de réconciliation, après avoir divisé la Guinée en 4 régions naturelles, après avoir pendant la campagne voulu dresser 3 régions contre une fois au pouvoir, il fallait diviser, faire la partition de Fouta, Aroundé et Missidé. Ces politiques ont été menées par le gouvernement de M. Alpha Condé. Les préfets, les sous-préfets sont mis à l'œuvre partout pour semer la division, la méfiance et la haine entre des gens qui ont tout en partage. Des gens qui habitent le même village, qui ont le même sous-préfet, qui empruntent la même route pour aller au chef-lieu de la sous-préfecture, qui prient dans la même mosquée et qui sont de la même religion. On leur dit, vous n'êtes pas les mêmes. On chasse de ces villages-là la solidarité, la fraternité et l'entraide pour instaurer la haine. Ça, de la part d'un responsable qui assume la fonction de président de la République, de gouvernement de la République, c'est honteux. Alors que ces gens n'ont plus rien. Il faut rappeler un passé lointain pour susciter la revanche des autres. L'UFDG, votre parti, nous nous sommes levés pour combattre ce fléau-là encore. Le problème, c'est que le rôle du parti politique en Guinée, ce n'est pas de discuter, ce n'est pas de sensibiliser pour convaincre les citoyens. Tu dois lutter contre le pouvoir. Tu dois lutter pour avoir des élections transparentes. Tu dois lutter contre l'injustice. Tu dois lutter contre la division de notre peuple. Tu disperses tous ces efforts dans tout ça, alors que si on avait un État responsable, après les élections, tu prépares les prochaines élections. Tu cherches à convaincre les autres d'adhérer à ton parti. Mais il y a tellement d'injustice, il y a tellement de frustration, que ton combat en tant que parti, tu ne fais pas que le combat d'un parti politique dans une démocratie où il faut dénoncer les erreurs périodiques des gouvernances et en permanence. Il faut diviser. Il faut réprimer. Vous savez ce que l'UFDG a subi. Nos manifestations pacifiques pour exiger des élections transparentes, réprimées dans le sang. 5 à 7 jeunes abattus à bout portant par les forces de l'ordre. Certains n'étaient même pas dans la rue, ils étaient dans le domicile familial. Aucune enquête. Aucun policier n'est interpellé. Aucune sanction, même administrative, pour suspendre quelqu'un en attendant que le coupable soit identifié. Aucune sanction administrative. Lorsque vous êtes de bonne foi, si vous ne pouvez pas identifier tout de suite le tueur, comme l'armée, la gendarmerie, la police, c'est des corps organisés, chacun est responsable. Si vous voulez mettre fin à l'impunité, mais vous allez au moins sanctionner un responsable, le suspendre, le révoquer,
Mais au contraire, non, ils avaient des promotions. Et les parents, le parti n'avait aucun recours. La justice était inféodée au pouvoir. On dit de les attraper, même dans les domiciles. On les prend, on les juge, on les condamne. 6 mois, 1 an. Nous avons souffert. Pas physiquement, on a souffert physiquement parce qu'on a pris notre dose de gaz lacrymogène, parce qu'on était devant dans les manifestations. Mais on a souffert de l'injustice. De voir ça, vous n'avez aucun recours. On frappe les gens, on frappe les femmes, on renverse leurs marmites, on arrête les jeunes, on les emprisonne, on les juge, on les condamne. Parce qu'ils sont, pour être décents, ils sont militants de l'UFDG. Vous n'avez aucun recours. Et les enfants continuent à se battre. Nous avons continué à organiser des manifestations pour exiger le respect des droits humains, pour exiger le respect des règles et des principes démocratiques dans notre pays. Ce n'est pas facile. Nous sommes confrontés parfois à des épreuves difficiles qui ne sont pas que physiques. Vous ne dormez pas, vous êtes le leader. Vous maigrissez parce que vous n'avez pas de solution. On vous envoie les cadavres des enfants, on vous les met dans votre cour. Les mamans viennent pleurer. On a arrêté mon enfant chez moi. Il est à la gendarmerie. Aidez-moi, je dois le racheter à 500 000. Si je ne les ai pas, ils vont le déférer. Et moi, j'habite à Nindara. Il faudra aller tous les jours à la maison centrale, à Kaloum. Ce n'est pas facile. Nous nous sommes battus pour que notre pays soit un pays démocratique, pour que les suffrages des électeurs soient respectés et soient crédités à celui pour lequel ils ont voté. Nous ne l'avons pas obtenu. On est allé au dialogue, on a obtenu des engagements qui n'ont pas été respectés. Nous sommes allés aux élections. Nos gens se sont battus. Tout a été fait pour empêcher les militants de l'opposition de voter. Ils ont refusé de les recenser. Lorsqu'ils ont été recensés, ils ont eu le récépissé. On a refusé de les intégrer dans le fichier. Et lorsque le pouvoir a compris que l'opposition venait aux élections, l'UFDG en particulier, ils ont décidé de tout faire pour empêcher nos militants de voter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 6 septembre, alors que les élections étaient prévues le 24, ils décident de modifier complètement la cartographie électorale. Les gens sont placés à 15, 20, 50 km de leur bureau de vote. Ils ont tout changé. Ils ont réduit dans la circonscription de Mali les bureaux de vote de 100. À Mamoun de 90. À Dinguiraï de 100. À Gawal de 30. À Koundara de 20. À Lelouma de 14. Et réaffecter maintenant les villages à 15, les villages à un bureau de vote situé à 15, 20, 30, parfois même 50 km pour que les gens ne votent pas. Alors que la pratique, la règle, c'est qu'un électeur ne doit pas être à plus de 5 km de son bureau de vote. Malgré tout, lorsqu'on a décidé de voter, les gens se sont battus. Ils allaient la veille dans le village où se trouvait leur bureau de vote, en bande organisée, en chantant l'UFDG. Ils sont allés, ils ont passé la nuit, ils ont voté, ils ont sécurisé. Nous avons pu avoir 37 députés. C'est loin, très loin de refléter le poids réel de l'UFDG. Parce que croyez-moi, votre parti est aujourd'hui une force politique redoutable, de par le nombre et l'engagement de ses militants. Ceux qui avaient été trompés, ceux qui avaient été corrompus, ceux à qui on avait fait des promesses, ou ceux qui ont pensé tout simplement, comme Alpha était professeur de droit, il est résidé longtemps en Europe, qu'il allait être le père de la démocratie et qu'il avait soutenu. Aujourd'hui, tout le monde a désenchanté.
M. Bongoura vous en a parlé. Il était de ceux qui ont soutenu Alpha. Mais il y a beaucoup comme lui, qui n'ont pas occupé de hautes fonctions. Lui, il a été préfet à Mamoun, préfet à Bokeh, membre du bureau politique du PIB. Mais il y a beaucoup de gens qui ont soutenu au deuxième tour le professeur. Aujourd'hui, je ne dirais pas tous, mais l'écrasante majorité d'entre eux sont revenus à l'opposition. Aujourd'hui, je puis vous dire que si on a une élection transparente, le candidat de l'UFDG a toutes les chances de passer dès le premier tour, si les élections. Parce que les gens ont compris, nous avons une crédibilité. Ils savent que lorsqu'on dit quelque chose, on y croit. Parfois, c'est difficile au début. On dit à celui, il faut dire, c'est la politique, dis tout ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, tu dois le dire. Mais finalement, le mensonge court, mais la vérité finit par rattraper le mensonge. Aujourd'hui, votre parti, notre parti, est vraiment crédible, à l'intérieur comme à l'international. Donc, mais je sais, tous les observateurs honnêtes savent aussi que l'UFDG peut gagner au premier tour si les élections sont transparentes. Mais Alpha Condé et l'UFDG aussi le savent. Et comme ils ne veulent pas renoncer au pouvoir, se soumettre au verdict des urnes, eh bien, ils feront tout pour organiser une fraude massive. Et c'est pourquoi je dis qu'on va mener la guerre contre la fraude. Avec les militants qui arrivent de toutes les régions, de tout le pays, cette guerre contre la fraude pour des élections transparentes